Voilà, chers collègues, merci au comité éditorial d'avoir retenu l'article et puis d'avoir proposé quelqu'un pour présenter cet article, ce que j'ai accepté avec plaisir. Donc, pour rappel, les deux logos, au cas où vous n'aviez pas vu les grandes affiches qui soutiennent ce colloque du mardi. Alors, pourquoi parler du café? Le café, c'est une des boissons évidemment les plus largement consommées dans le monde. Et qui consomme le plus du café? Vous avez les métiers ici. Et qui consomme le plus de café? Les médecins et nos collègues infirmières. Donc c'est évidemment dans ce sens que le comité éditorial a aussi voulu parler de cet article, notamment et en plus pour vos recommandations pour les patients. C'est un article qui a été publié dans un très bon journal où il est difficile de publier en général, le European Heart Journal, en 2025. Et au fond, cet article, on peut se demander ce qu'il ajoute, puisque depuis plus de 10 ans, 13 ans maintenant, on a eu un article important qu'on a probablement présenté ici, jadis, qui était publié dans le New England Journal of Medicine, qui montrait déjà ou qui testait l'association entre la consommation de café et la mortalité totale et co-spécifique. Et qu'est-ce que les auteurs avaient trouvé en analysant des données massives? C'était plus de 5 millions d'années personnes, donc c'est le produit entre le nombre de participants et le nombre d'années que ces participants ont été suivis individuellement. Ceci de 95 ans à 2008, c'est près de 230 hommes, 180 000 femmes. Et puis vous voyez que sur les deux graphiques, ce sont des hazard ratios qui vous montrent le risque, mais en tenant compte de la vitesse à laquelle les choses surviennent, et pas uniquement le risque, mais à la vitesse à laquelle ça va survenir, le taux. Et vous voyez quand on regarde les hommes et les femmes, déjà dans cet article, on voyait que la tendance était plutôt un effet protecteur du café. Donc je vous laisse un petit peu balayer. Vous voyez que c'est essentiellement les maladies cardiovasculaires, pas le cancer en l'occurrence. Et puis à nouveau des causes qui sont autres que les décès. Il y a des causes qui sont liées aux accidents ici. Vous voyez clairement une diminution des accidents, notamment chez les femmes, et là lorsqu'il y a de la caféine dans le café. Une des limites de ce papier, c'est qu'ils avaient peu pris en compte les autres boissons caféinées autres que le café. Et ça, c'est quand même un problème quand on se pose la question si c'est la caféine ou non, et on va en parler, qui est dans le pathway en fait, de la causalité de la diminution de la mortalité cardiovasculaire. Alors, dans cette étude qu'on commente aujourd'hui, ils se sont basés sur des données de la NHANES. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette étude qui est conduite depuis des décennies en Amérique du Nord et qui invite chaque année des milliers de participants, c'est des citoyens sélectionnés au hasard. Ils ont 18 ans et plus. Et puis, vous avez des unités mobiles qui sillonnent les États-Unis pour leur permettre de rejoindre une station d'études pour ramener leur questionnaire et avoir une prise de sang et des mesures anthropométriques. Ça devrait vous rappeler une étude. Certains l'appellent la JNHANES, on l'appelle aussi l'étude Bus Santé. C'est l'étude Bus Santé qui est conduite par le service de médecine de premier recours sur le même mode. Au lieu d'avoir 5 poids lourds médicalisés, on a un poids lourd médicalisé pour le canton, mais c'est vraiment inspiré de cette étude. Et puis, c'est plus de 10 cycles d'études, une vingtaine d'années, collectés, 100 000 participants au départ, et puis vous voyez qu'il y a des critères d'exclusion. Alors, il y a des critères d'exclusion quand il manque des données, évidemment, et puis il y a un critère d'exclusion qui est très important dans les études observationnelles lorsque vous voulez vous approcher le plus de la causalité, c'est d'éviter la causalité inverse, c'est-à-dire que le risque, ce serait que des personnes avec des maladies cardiovasculaires, avec des cancers, consomment finalement moins de café, tout début de l'étude, et que vous concluez faussement que le café finalement pouvait engendrer plus de maladies cardiovasculaires ou moins selon cette association. Donc il fallait évidemment enlever ces participants ainsi que d'autres participants qui avaient des valeurs aberrantes ou qui manquaient des données.
Et puis en fait, vous suivez ces participants individuellement et vous avez aux États-Unis la capacité de voir si et quand ils décèdent, la raison pour laquelle ils décèdent lorsqu'ils participent à ces études. Sur les 100 000, c'est 40 000 participantes et participants qui sont inclus dans l'analyse. C'est franchement moins que la première étude de 2012, publiée dans le New England Journal of Medicine. Ce qu'elle apporte par contre, c'est la notion d'une meilleure caractérisation des boissons caféinées qui ne sont pas du café, ça c'est important, et puis la notion du timing. Alors le timing est important. Avant de parler du timing et se poser la question est-ce que si le café protège, est-ce que c'est le café à n'importe quelle heure, rappelez quelques notions de base qui sont qu'on va parler de Oz avec une notion de 8 Oz qui sont la valeur d'une tasse dans cette étude. Je vous rappelle que ça ressemble à cette taille-là de café typiquement dans une chaîne comparée au Trenta, au Venti ou au Demi. Ça correspond donc à une cope typiquement nord-américaine de 8 Oz, c'est 250 millilitres en général aux États-Unis. Alors, ici, c'est le graphique de leur abstract. Vous savez qu'on demande maintenant aux auteurs de faire le travail pour que quand on présente leurs articles, on n'ait pas à refaire des dias. C'est le graphique qu'ils présentent dans leur abstract. En résumé, vous avez une étude transversale et des données. Les auteurs ont caractérisé les participants selon qu'ils buvaient principalement leur café le matin, entre 4 heures du matin, franchement le matin, jusqu'à midi, ou s'ils buvaient principalement du café toute la journée, donc de minuit à minuit en l'occurrence. Et ces deux patterns qu'ils ont pu distinguer, deux clusters, ça ne veut pas dire que ceux qui boivent principalement du café le matin n'en boivent pas occasionnellement en soirée, mais c'est principalement des phénotypes de consommateurs du matin, 4 heures midi, versus toute la journée, versus pas de café. Et puis donc ils ont validé leurs questionnaires. On verra qu'il y a toujours des limites, vous le savez, dans ces questionnaires. C'est le problème des études observationnelles, mais en même temps, on va aussi en discuter. Exposer de façon proactive à des doses de café pendant 20 ans, un collectif, un bras versus pas, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on revient toujours à des études observationnelles. Ce que vous pouvez déjà déguster ici, c'est sur le graphique en haut à droite. Vous voyez qu'il y a une tendance, finalement, en rose, les consommateurs de café de toute la journée versus ceux uniquement ou principalement, le matin, avec une tendance à se détacher en deçà de la ligne du nul, du hazard ratio, qui montre qu'il y a effectivement une tendance à moins d'événements, moins de causes de mortalité, toutes confondues. Les cardiovasculaires également de façon encore plus nette. Finalement, ça c'est ce qui est montré ici. Ce qui est important, c'est sur leur deuxième graphique. Vous avez ici l'association entre ce qu'on appelle les joint associations, entre le moment où vous consommez votre café et puis la dose de café. Jusqu'à présent, on ne regardait que cette association et le risque. Maintenant, ces auteurs ont distinguer deux groupes. Et vous voyez qu'en général, lorsque vous buvez du café, quelle que soit la quantité de café, vous êtes à une association qui est nulle. Et puis lorsque vous buvez essentiellement votre café le matin, vous avez un effet protecteur qui est très net, ajusté pour une myriade de facteurs confondants dans l'étude. Graphiquement, ça donne ceci. Avec les hazard ratios qui vous montrent que effectivement la tendance est plutôt à un effet protecteur chez les consommateurs principalement du matin comparé au groupe de référence qui sont les non-consommateurs de café. Pas d'effet lorsque vous consommez du café durant toute la journée sur les mortalités globales. Maladie cardiovasculaire, c'est encore plus prononcé, on s'y attendait, puisque vous enlevez la mortalité liée par cancer ou d'autres, et vous voyez l'effet encore plus net, pas d'effet du café lorsque vous en consommez pendant toute la journée en général, comparé au groupe non buveurs de café. Alors maintenant, ce qui est important, c'est dans ces études, surtout d'où l'on vient, nous, dans notre groupe, avec un intérêt sur la caféine, de voir que cette association est vraie pour les buveurs de café caféinés. Vous voyez ici la cause de mortalité globale
qui est en dessous de 1, et les maladies cardiovasculaires à 0,75. Et c'est vrai également chez les consommateurs de café décaféiné. Donc il semblerait y avoir autre chose dans le café que la caféine qui soit protecteur. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet, quel que soit caféine, pas caféine, dans le groupe consommateur toute la journée, avec même un effet, finalement, une association positive liée à la mortalité par cancer que les auteurs ne discutent pas. Alors, là, le plus intéressant finalement dans la discussion, c'est rappeler pourquoi on doit faire des études observationnelles, se méfier des effets aigus d'une substance. Le café, ça fait longtemps, et pendant longtemps, on ne l'a pas recommandé à nos patients cardiovasculaires ou en général, parce que l'effet aigu, on le sait, est un stimulant, augmente la pression artérielle, augmente la fréquence cardiaque. Mais c'est un petit peu l'équivalent de dire à nos patients de ne pas courir, puisque courir, le jogging, quand vous courez, vous avez une augmentation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque. Pour autant, l'effet chronique du jogging est positif. Et c'était la même chose avec le café, il faut se le rappeler. Pourquoi le matin uniquement? Alors, les auteurs mentionnent la rupture du rythme circadien. Il y a de plus en plus de travaux qui essayent de mettre l'emphase pas seulement sur ce qu'on mange, mais quand est-ce qu'on mange ces aliments et ces éléments, ces nutriments. Et notamment ici, un des rationnels, c'est de dire que la caféine, typiquement le café, en fin de journée, va diminuer de 30% le pic de mélatonine nocturne. Et vous savez, ou vous ne le savez pas, mais la mélatonine, en plus de nous aider à récupérer quand on revient de voyage, aurait un effet protecteur cardiovasculaire. Donc si la caféine est consommée trop tard, vous venez rompre le pic autour de 1/3 de mélatonine, qui fait qu'il y aurait moins d'effets positifs de la mélatonine. Il y a d'autres facteurs, évidemment, le cortisone matinal, avec un effet pro-inflammatoire, s'il est chroniquement là, ce qui est le cas chez l'être humain, pourrait être mitigé par une consommation de caféine le matin, sans avoir de bénéfice de la caféine ou du café l'après-midi. Et puis vous avez une notion de sensibilité, c'est-à-dire consommer de façon parcimonieuse le matin la caféine ou le café diminuerait l'organisme à s'habituer aux effets positifs de la caféine. Puis vous avez une autre explication possible, c'est que boire du café à 5 heures du matin reflète plus un ethos proactif, entrepreneur et aussi entrepreneur de sa santé, qui est de manger équilibré, penser à sa santé, faire du sport entre 5 à 7 heures, même s'ils ont ajusté, et surtout ne pas consommer du café à 22 heures, 23 heures, minuit, qui pourrait, sauf nous, traduire une mauvaise habitude, soit professionnelle, soit alimentaire ou des habitudes de vie. Alors rappelez aussi que ce qui est cocasse, c'est que en Amérique du Nord, un non-buveur de café, on estime qu'il a 313 grammes par jour d'apport de caféine. Alors soit vous avez un apport de caféine via le café avec ses bénéfices, soit vous utilisez comme source de caféine ces boissons-là. Alors vous imaginez bien quand on compare le morning type, all day type à des non-drinkers, si ceux-là consomment beaucoup de boissons soda, vous avez de la caféine, c'est sûr, mais vous avez tout ce qui vient avec, évidemment, les sodas. Donc peut-être qu'un des éléments qui tue plus les non-drinkers, en fait, ce sont ces sodas que l'absence de caféine. 313 grammes par jour, c'est une canette slim, on va dire, de soda par jour, tous les jours pendant 20 ans. Quelques dernières dias pour vous rappeler que vous avez ici la distribution de la caféine. Donc toutes les études ou tous les groupes ont une consommation de caféine. Et puis vous rappelez que lorsque vous consommez un café décaféiné, il est fort probable qu'il contienne de la caféine. Donc ça, c'est une ancienne étude de 2006. Quand vous allez dans un distributeur de café connu, par exemple, à n'importe quel moment, vous voyez que dans les décaféinés, vous retrouvez 10 mg de caféine dans ces doubles cups de café décaféiné. Il n'y en a qu'un où la caféine n'était pas détectable. Lorsque vous allez même au même endroit, selon le jour, vous allez avoir 15 mg
de caféine dans votre shot décaféiné, et parfois 3, parfois 13. Donc même les gens qui rapportent le fait de ne pas boire du café caféiné, utilisent d'autres sodas, consomment certainement un peu de caféine dans leur café. Donc c'est vous dire la complexité de mesurer ce que les gens mangent, puisque même les contenus des aliments qu'ils reportent ont peu de fiabilité. Alors peut-être conclure sur quelques éléments. On parle de la caféine, évidemment. Nous, on a un intérêt particulier pour la caféine dans la région. On y a travaillé pendant de nombreuses années, mais évidemment, on peut penser à d'autres choses. Les polyphénols, qui sont des antioxydants puissants et qui pourraient avoir un effet sur les maladies cardiovasculaires. Le caféstol, c'est les dithépérènes, c'est essentiellement présent, mais ils peuvent également changer le profil lipidique, ce qui fait qu'il peut y avoir dans les cafés notamment non filtrés, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, une augmentation des dyslipidémies liées à la consommation de café qui serait riche en caféstol. Le magnésium, potassium, la vitamine B3 et puis d'autres éléments qui peuvent expliquer les facteurs protecteurs. Une dernière dia, et puis si vous avez des questions, je suis volontiers à disposition pour discuter avec vous. Vous rappelez que la caféine, ce sont des méthylxanthines, qu'il y a des cytochromes, de nouveau, qui vont métaboliser ces caféines en paraxanthine, théophyline, notamment le thé, et puis théobromine, c'est la substance qui est dans le chocolat et qui tue notamment nos amis les chiens, puisqu'ils n'arrivent pas à la métaboliser. En conclusion, il faut distinguer l'effet chronique de l'effet aigu. Il faut comprendre pourquoi on fait des études observationnelles. Imaginez que les auteurs apportent de nouvelles informations. C'est qu'a priori, le café consommé principalement le matin serait encore plus protecteur que le café consommé de façon générale. Et puis, se rappeler finalement que dans nos recommandations aux patients, même hypertendus, même avec maladie cardiovasculaire, ne figure plus la recommandation de ne pas boire du café. Ça a été changé il y a quelques années, notamment dans les guidelines de l'hypertension artérielle. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition évidemment. Merci.